Team von Charles Michel, dem Ratspräsidenten, und dem Team von Ursula von der Leyen und ihr selber natürlich, der Kommissionspräsidentin, ganz herzlich danken. Der Haushalt ist ausgerichtet auf die Zukunft Europas. Er ist aber auch ausgerichtet darauf, dass der Binnenmarkt in einer der schwersten oder in der schwersten wirtschaftlichen Krise der Europäischen Union weiter funktionieren kann, dass die Länder, die in besonderer Weise betroffen sind von der Pandemie, auch ihre Wiederaufbauleistung verbessern können. Die Zuschüsse, die wir geben, aber auch die Garantien sind geknüpft an Reformen, an Weiterentwicklung und an die zwei großen Zukunftsaufgaben. Klima, 30% der Ausgaben insgesamt werden für Klimafragen ausgegeben und auch für Digitalisierung. Und es hat eine lange Diskussion darüber gegeben, wie kann man das auch nachvollziehbar machen, dass die Reformen wirklich durchgeführt werden. Und da wird auf der einen Seite natürlich die Kommission eine wichtige Rolle spielen, aber auch die Mitgliedstaaten werden das überprüfen. Ich will noch einmal zusammenfassen, dass es natürlich vor allen Dingen darum ging, hier heute Entschlossenheit zu zeigen. Das war nicht einfach. Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen. Wir werden jetzt natürlich mit dem Europäischen Parlament noch einmal sehr schwierige Diskussionen haben. Da wird auch die Präsidentschaft, die Deutschland jetzt ja gerade innehat als rotierende Präsidentschaft, eine wichtige Rolle spielen. Und ich hoffe, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament auch gesehen haben, dass wir um eine gute Lösung gerungen haben und dass dann auch wir in gute Diskussionen mit dem Europäischen Parlament kommen. Ich bin sehr erleichtert. Im Februar haben wir es nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Und das ist ein wichtiges Signal, glaube ich, auch über Europa hinaus, dass diese ganz besondere Struktur, dieses ganz besondere Gebilde, die Europäische Union, bestehend aus 27 Mitgliedstaaten, sicherlich mit ganz verschiedenen Hintergründen kommt, doch gemeinsam handeln kann, Handlungsfähigkeit bewiesen hat. Und das ist ein gutes Signal. Herr Präsident. Merci beaucoup. Merci Madame la Chancelière, chère Angela. Permettez-moi d'abord de commencer par un mot de condoléances et de tristesse suite au drame qui est survenu en France sur l'autoroute A7. Et j'ai une pensée pour les familles des 5 enfants qui ont été tués et les familles aussi de toutes les autres victimes qui sont entre la vie et la mort. Je vais commencer dans la suite de la présentation de Madame la Chancelière en remerciant évidemment le président Charles Michel et la présidente Ursula von der Leyen pour leur engagement, leur travail et autour d'eux évidemment le travail et l'engagement de toutes leurs équipes durant toutes ces journées et ces nuits. Et vous remercier Madame la Chancelière dans votre rôle de présidence pour ce semestre, car je crois que nous avons aujourd'hui avec ce sommet, vous l'avez dit, non seulement été l'un des sommets les plus longs de l'histoire, peut-être le plus long, ce qui est un succès d'autant plus important après plusieurs mois où nous ne nous sommes pas réunis physiquement, mais surtout et avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. Nous avons mis en place une capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. L'objectif que nous nous étions fixé, d'une enveloppe de 750 milliards d'euros au total, a fini par obtenir l'accord de tous, avec, Madame la Chancelière l'a rappelé, en effet, une enveloppe pour les subventions qui a été finalement de 390 milliards d'euros, mais ce qui est une enveloppe conséquente qui permettra d'ailleurs pour chacun des pays de financer une part non négligeable des plans nationaux. Cette enveloppe est un peu plus réduite que le plan franco-allemand ne l'avait souhaité le 18 mai dernier. Mais je veux qu'ici, chacun mesure le chemin parcouru en 2 mois, ce qui à l'échelle du temps européen est extrêmement court. Et beaucoup d'ailleurs de nos collègues nous l'ont dit, ils ont été parfois surpris de l'accord franco-allemand du 18 mai dernier. En 2 mois, nous avons réussi à bâtir un consensus pour que ce plan de relance inédit devienne une décision et donc une réalité. Il a demandé de l'effort, de l'esprit de compromis et je veux vraiment remercier l'ensemble de nos collègues qui autour de nous ont su ainsi s'engager.
Au total, avec ce plan de relance, nous arrivons à un quasi-doublement du budget européen pour les 3 prochaines années. Et c'est cet ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et là aussi, mesurons le chemin fait, là où, au mois de février, nous étions bloqués sur un budget que certains voulaient réduire à 1% du produit intérieur brut européen. Nous avons aujourd'hui, avec à la fois le budget et le plan de relance, quelque chose qui est proche de 2% du PIB européen. Cette longue négociation a été marquée par des difficultés, parfois des oppositions, des conceptions différentes de l'Europe. Mais je me félicite qu'avec la chancelière, nous ayons toujours été du côté de l'ambition et de la coopération. Et pour moi, c'est tout le travail que nous avons mené ces 4 derniers jours, mais ces derniers mois et ces dernières années. Quand l'Allemagne et la France se mettent ensemble, elles ne peuvent pas tout, mais si elles ne se mettent pas ensemble, rien n'est possible. Et nous avons véritablement, durant ces 2 mois que j'évoquais, réussi à franchir ensemble beaucoup d'étapes pour l'unité européenne. Je suis convaincu que ce plan, ce budget, sont de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui les nôtres dans chacun de nos pays, et que décider en quelque sorte de ne pas y répondre c'eût été décider de dépenser beaucoup plus dans quelques mois ou quelques années. Je veux aussi souligner les résultats obtenus dans d'autres domaines importants. Nous avons porté l'exigence d'un budget consacré pour 30% au moins à des dépenses climatiques, et donc un budget cohérent avec le Green Deal décidé il y a quelques mois. Nous avons défendu nos politiques traditionnelles, qu'il s'agisse de la politique agricole, qui est relevée, stabilisée par rapport au budget actuel pour l'Europe, qui est une politique de sécurité, de souveraineté alimentaire extrêmement importante, la politique de cohésion, qui est aussi maintenue, et toutes les politiques d'avenir, comme l'a rappelé Madame la Chancelière, qui voient leur budget augmenter. Je veux conclure ici en soulignant l'essentiel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une étape majeure qui pour nous a été franchie grâce à plusieurs mois et derrière cela plusieurs années de travail et d'engagement commun. L'étape de Meseberg que nous avions ensemble franchie au printemps 2018 avait au fond mis les bases de cet engagement ensemble. Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est la première fois que nous mettons en place cette capacité budgétaire commune à ce niveau-là, en la basant sur une capacité d'endettement commun pour des projets nouveaux et en dessinant la perspective de ressources budgétaires propres additionnelles. C'est un objectif de solidarité et de responsabilité puisqu'il y a un échéancier de remboursement qui est prévu, parce qu'il ne s'agit pas que tout cela repose sur les générations futures uniquement. Et donc, c'est une volonté d'investir ensemble. C'est ce qui nous permettra de faire face aux défis sociaux, économiques, mais aussi écologiques de notre Europe. Mit den Fragen beginnen wir jetzt, und zwar mit der französischen Seite. Anne-Sophie. Et on prend une question d'Alison Tassin, TF1 LCI. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bon, oui. Bien. Monsieur le Président, Madame la Chancelière, bonjour. Cet accord, vous le dites, est un accord historique selon vous. Cependant, beaucoup de concessions ont été faites aux pays dits frugaux. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir dû aller aussi loin pour parvenir à un accord? Nein, das bedauere ich nicht. Ich glaube, dass man sehen muss, dass eine Gruppe von Ländern am Anfang nicht begeistert war über diese neue Methode der Zusammenarbeit. Man hätte sich Garantien vorstellen können, aber nicht die Zuschüsse. Und dass wir jetzt zu einem Ergebnis gekommen sind, dass wir etwas mehr Zuschüsse als Garantien haben, das empfinde ich als eine richtige Antwort auf die Herausforderung, vor der wir stehen durch die Pandemie. Und das bedeutet dann auch Kompromissbereitschaft. Und insofern sind wir diese Kompromisse eingegangen. Sie sind verantwortbar. Und sie haben dazu geführt, dass wir insgesamt richtig handeln konnten. Und gerade die Länder, die jetzt vielleicht auch Zugeständnisse bekommen haben, zahlen natürlich auch einen großen Teil dieser Zuschüsse dann in die Regionen, die stärker betroffen sind. Also
ein Kompromiss, der natürlich auch durchaus Schmerzen bereitet. Deutschland hat sich entschieden, an diesem Kompromiss nicht voll teilzunehmen, damit wir das ganze Budget nicht sprengen. Das ist unser Beitrag dazu als größte Volkswirtschaft, aber alles in allem sehr verantwortbar. Oui, d'abord, les pays qui sont contributeurs nets au-dessus d'un certain niveau ont demandé des rabais, et ce, avant même que le plan de relance n'existe. Et donc il y a eu toute cette discussion qui s'est nouée et qui consiste à ce qu'il y aura toujours des contributeurs nets et des bénéficiaires nets. Nous sommes contributeurs nets l'un et l'autre de ce budget, mais c'est pour éviter les trop grands écarts. Cette mécanique a toujours existé et elle permet d'éviter trop de distorsions. Au-delà de cela, en effet, l'ambition qui était et qui est la nôtre justifiait qu'il y ait des concessions pour qu'il puisse y avoir un compromis. Mais je veux qu'on mesure, comme l'a rappelé Madame la Chancelière, d'où nous venions. Il y a encore 8 jours, certains de nos partenaires nous disaient « Nous sommes contre le principe d'un endettement commun ». Ils l'ont accepté. Il est fondamental, je dirais que c'est pour moi l'avancée la plus historique et structurante de cet accord. Deuxièmement, beaucoup, les mêmes, et certains autres qui acceptaient l'endettement commun, disaient « Nous ne pouvons pas accepter qu'en nous endettant même en commun sur le marché, on distribue des subventions. » Ils étaient contre le principe de toute subvention sur la base de cet endettement. Ils l'ont tous accepté. Et enfin, ils étaient pour des montants très faibles. Certains pour 0, comme je viens de le dire, mais après 2 jours et 2 nuits de discussion, on était encore à des niveaux qui étaient de 150. Nous sommes là très proches du niveau qui était visé avec 390. Et donc, pour ma part, je n'ai aucun doute en vous disant que les compromis qui ont été faits pour à la fois limiter les surcontributions de certains et pour permettre de ramener tout le monde et toute la famille autour de ce projet commun, elles sont proportionnées et elles étaient nécessaires pour obtenir le plus important et le fondamental qui est ce plan de relance à un bon niveau à ce stade de la crise. Ich erinnere die zuhörenden Journalisten noch einmal daran, wenn Sie eine Frage stellen wollen, bitte heben Sie diese virtuelle blaue Hand. Und jetzt kommt eine Frage von Ansgar Hase, Deutsche Presseagentur. Guten Morgen, bonjour. Eine Frage an die Frau Bundeskanzlerin. Können Sie uns heute Morgen hier zusagen, dass es mit dem neuen Rechtsstaatsmechanismus möglich sein wird, Ländern wie Ungarn und Polen EU-Mittel zu kürzen, wenn diese zum Beispiel die Pressefreiheit oder die Unabhängigkeit der Justiz einschränken? Und können Sie uns vielleicht auch sagen, was Ungarn konkret tun muss, damit die deutsche Ratspräsidentschaft sich dafür einsetzt, dass das Artikel-7-Verfahren beendet wird? Wenn ich darf, noch eine Frage an Monsieur le Président. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre la chancelière de renoncer au rabais allemand? Merci beaucoup. Also, ich glaube, dass der deutsche Rabatt zu dem Gleichgewicht dazugehört und es bedurfte auch gar keiner Überzeugungen, dass wir jedenfalls bei der Rabatterhöhung nicht dasselbe gefordert haben wie alle anderen. Ich will aber sagen, dass ich sehr froh bin, um eine deutsche Spezialität noch zu nennen, dass wir für die neuen Bundesländer einiges tun konnten. Sie wissen ja, dass ein Rechtsakt beraten wird, den die Kommission vorgeschlagen hat im Rat. Dieser Rechtsakt muss mit Mehrheit verabschiedet werden, mit qualifizierter Mehrheit. Und an diesem Rechtsakt muss jetzt weitergearbeitet werden. Wir haben gesagt, dass wir auch im Europäischen Rat uns mit dieser Frage beschäftigen werden, wenn es dort noch Fragen zu beantworten gibt. Und ich finde, wir müssen jetzt einmal schauen, wir haben uns hier in unseren Schlussfolgerungen dazu bekannt, dass wir auf der einen Seite die Prinzipien der Finanzen in der Europäischen Union akzeptieren und schützen und auf der anderen Seite auch die Prinzipien des Respekts für den Rule of Law, also für die Einhaltung der Gesetze und der Rechte, der Grundrechte. Darauf nehmen wir auch Bezug, aber ich lehne es jetzt ab, von vornherein gleich 1 oder 2 Länder herauszugreifen, die dann unter diesen Rechtsakt fallen, sondern er ist ja ganz allgemein gemacht. Er soll auch der besseren und transparenten Verwendung von Finanzen dienen. Und welche Schritte jetzt genau die ungarische
ungarische Regierung zu gehen hat, um dieses Artikel 7-Verfahren dahin zu bringen, dass es im Rat dann auch abgestimmt werden kann. Das ist ja die Aufgabe. Das werden wir jetzt im Detail durchgehen. Die Initiative muss natürlich von Ungarn ausgehen. Ungarn möchte das. Das hat der Ministerpräsident Orban mir gesagt, dass das nicht so eine Hängepartie ist. Und wir werden Ungarn dabei unterstützen. Aber die entscheidenden Wege müssen von Ungarn natürlich vorgegeben werden. Sur la question du rabais, alors on peut regretter que le principe des rabais ait été maintenu dans le budget, mais il aurait fallu complètement changer de philosophie. C'était une bataille qu'on aurait pu mener et qui aurait pu se faire. D'ailleurs, on avait commencé à avoir ces réflexions en février, mais on s'est centré là sur les priorités qui étaient celles de la crise et du plan de relance. Bon. Ensuite, l'ensemble des rabais pour les pays qui en bénéficient, dont l'Allemagne, a été mis dans la boîte de négociation de juillet. Et pour ce qui est de l'Allemagne, il n'a pas changé. Et tout le travail qui a été le nôtre pendant ces 4 jours et nuits de négociations avec Madame la Chancelière a été en effet de convaincre d'autres pays. Et je veux simplement dire une chose qui est factuelle. L'Allemagne a accepté de ne pas augmenter son rabais comme les autres. Ce qui veut dire que ce faisant, l'Allemagne a accepté que son retour net sur son propre rabais soit diminué. De la même manière que la France, en tant que premier payeur des rabais des autres, a aussi accepté de payer pour le rabais des autres. Et donc, la réalité de la discussion des derniers jours a été que l'Allemagne, la France, l'Italie et plusieurs autres ont en effet accepté de financer une dynamique de transfert vers des pays qui sont les plus gros contributeurs nets à ce budget pour les convaincre que c'était un bon budget, essayer de compenser des effets qui leur paraissaient insoutenables. Est-ce que cette mécanique est parfaite ? Non. Est-ce qu'elle traduit toute la solidarité européenne? Non. Mais je pense qu'on a réussi à changer une chose fondamentale à cette occasion, ensemble, sur la base de notre initiative, qui est d'emprunter en commun et d'avoir des vrais mécanismes de transfert et de solidarité budgétaire qui n'existaient pas avant. Je crois que c'est cette bataille qui était la plus importante, mais je veux souligner que cette bataille n'a été possible que parce que nous avons accepté l'un et l'autre aussi de financer cela. Et donc c'est ce que je voulais rappeler sur ce qu'on appelle le rabais allemand. La prochaine question est pour Raymond Tas, Politico. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Chancelière et félicitations déjà pour cet accord. Monsieur le Président, depuis avril, vous dites que cette bataille pour plus de solidarité est aussi une bataille entre essayer de comprendre si l'Europe est un projet politique ou juste un projet de marché. Et aujourd'hui, il y a parmi certains ont ce sentiment que cette victoire est entachée, que vous devez traîner ou même soudoyer les frugaux et autres. Comment est-ce que vous répondez à ce sentiment, peut-être de déception que certaines personnes pourraient avoir, et aussi est-ce que vous avez l'impression que l'Europe et vos partenaires ont pris conscience de ce qu'il faut faire pour vraiment devenir une vraie puissance géopolitique? Merci. Écoutez, d'abord, je ne dirais pas que c'est entaché ou que l'accord en est moins bon parce qu'il y a eu des concessions qui ont été faites. Nous sommes 27 autour de la table et nous arrivons à faire ensemble un budget. Quel est l'autre espace politique dans le monde où cela est possible? Où cela se fait? Aucun autre. Alors oui, c'est très pénible, c'est très long, il y a des imperfections parce qu'il nous faut trouver des raccords. Mais la perfection n'existe pas parce que nous avons des tas de différences. Nous avons des différences de conception, nous avons des différences parfois de philosophie, de représentation du monde. Tout ce que j'avais évoqué dans le discours de la Sorbonne en parlant des intraduisibles. Et donc il nous faut réussir à rapiécer les choses. C'est ça qu'on a eu, je crois, avec Angela Merkel pendant 4 jours, le sentiment de faire. Avec, je dirais, toujours beaucoup d'intérêt parce qu'on apprend toujours des autres dans ces conflits, dans ces discussions, dans ces controverses. Mais on arrive à trouver une solution. Alors moi je veux retenir de ça d'abord que nous avons un accord sur quelque chose qui était non seulement absolument pas naturel pour certains de nos collègues, mais auquel ils s'opposaient. Et donc je ne veux pas qu'on sous-estime le chemin qu'ils ont fait, qui est un chemin politique, parfois philosophique et personnel, et avec beaucoup de sincérité. Et donc je crois qu'on a réussi à les convaincre que le moment historique que vivait notre Europe supposait qu'on se hisse tous un peu au-dessus de nous-mêmes et qu'on avance. Ensuite, quand on fait un budget,
Et il en est ainsi de la vie politique, économique, des rapports humains. Il faut trouver des voies et moyens de représenter, faire figurer ces tractations. Les gens viennent vers vous, ils acceptent un principe qui n'était pas le leur, il faut le compenser. Alors soit en acceptant un principe qui n'est pas le vôtre, on a pu le faire pour donner accès à certains mécanismes, à certains pays, on a pu le faire pour trouver des compromis sur la gouvernance, dont on n'a pas parlé encore ce soir. Et d'autres fois, ça se traduit par l'argent, par la monnaie. Et au fond, l'argent, ça sert à ça. C'est un mécanisme de troc qui permet à un moment donné que deux personnes se construisent dans l'échange. Voilà. Donc ça n'est pas parfait, mais le monde parfait n'existe pas. Ce que je sais, c'est que nous avons réussi à avancer et des compromis font que la copie à laquelle vous arrivez à la fin, évidemment, n'a pas la même que celle qui était au début. Parce que tout le monde a fait un pas vers l'autre. Moi, je veux surtout voir ça. Et maintenant, on doit mesurer le côté historique, le caractère historique de ce budget et la dynamique que nous allons créer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, très vite, ce budget va permettre d'alimenter des plans de relance dans chaque pays. Par exemple, en France, c'est 40 milliards d'euros qui vont être injectés par l'Europe, grâce à l'Europe. Et dans beaucoup de pays, c'est essentiel parce qu'ils peuvent avoir une situation plus fragile financièrement et avancer. Et donc nous allons changer la vie de nos concitoyens par cette solidarité européenne. C'est pour moi le plus important, donc je n'ai aucun esprit chagrin à cet égard. Ich will vielleicht nur hinzufügen, im Augenblick ist global ja der Multilateralismus wirklich unter Druck. Und Europa hat mit 27 Mitgliedstaaten gezeigt, dass es in einem solchen Moment, in dem wir vor einer ungeahnten Herausforderung stehen, und diese Herausforderung hat sich ja noch gar nicht voll entfaltet, was das für unsere Wirtschaften bedeutet, das wird sich ja erst noch zeigen in den nächsten Monaten, dass wir da in der Lage waren zu handeln. Und jeder muss für sich alleine dann auch entscheiden, ob man in einer besonderen Situation besondere Wege geht. Und wir haben uns am 18. Mai dafür entschieden, auch von ganz unterschiedlichen Vorstellungen herkommend, diesen besonderen Weg gemeinsam auch einzuleiten, dann mit sehr viel Unterstützung der Kommission immer zusammengearbeitet. Und das erfüllt mich sozusagen insoweit mit Zufriedenheit, als wir auch andere davon überzeugen konnten, diesen Weg weiterzugehen. Und es gab Fragen, zum Beispiel die der Governance, der Frage, wie wird man nun auch von der Mitgliedstaatenseite verfolgen, wie das Geld ausgegeben wird, dass es gut ausgegeben wird, wo ich am Anfang dachte, na, kann man das überhaupt schaffen? Kann man diese unterschiedlichen Sichtweisen überhaupt überbrücken? Und es ist dann tagelang daran gearbeitet worden, das kann man wirklich sagen, mit großer Intensität und auch viel Kreativität, aber es ist gelungen. Und mit diesem Gelingen können wir, glaube ich, auch ein Stück Hoffnung und Mut schöpfen, dass wir die nächste Wegstrecke, die vor der Europäischen Union liegt, auch gut bewältigen können. Die nächste Frage von Markus Preis von der ARD. Guten Morgen, Frau Bundeskanzlerin. Guten Morgen, Herr Präsident. Hören Sie mich beide? Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Frau Bundeskanzlerin, ich habe zwei Fragen. Die eine an die Bundeskanzlerin. Frau Bundeskanzlerin, zu Ihrer Rolle als Ratspräsidentin. Wir haben ja gesehen, dass es vielleicht ganz andere Konstellationen in diesem Europäischen Rat, der ja die erste wirklich größere Frage auch nach dem Brexit besprochen hat, gab. Gab es Momente, wo Sie lieber nicht Ratspräsidentin gewesen wären? Et Monsieur le Président, vous avez dit au début que peut-être la dimension la plus historique dans cet accord est l'endettement commun. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Merci. Also von meiner Seite aus habe ich mich gefreut, dass wir in unserer Ratspräsidentschaft gleich ein wichtiges Projekt bearbeiten konnten, dass ich unseren Ratspräsidenten Charles Michel auch gemeinsam mit Emmanuel Macron unterstützen konnte. Wir haben hier Hand in Hand gearbeitet und das Projekt der Europäischen Union war noch nie ein deutsch-französisches Projekt alleine. Das wird jetzt beschrieben, als wäre das jetzt etwas ganz Besonderes, dass diesmal auch andere Mitgliedstaaten etwas gemacht hätten. Was immer richtig ist, wenn Deutschland und Frankreich
Frankreich sich nicht einig sind, dann braucht man sich um die Einigung insgesamt gar nicht zu bemühen. Jedenfalls liegt sie dann in weiter Ferne. Dass andere Mitgliedstaaten, und jeder ist gleichberechtigt, ob er klein oder groß ist, in dieser Europäischen Union eine Rolle spielen, das ist klar. Und dass es bestimmte Gruppen gibt, die die Dinge anders sehen, das ist auch klar. Natürlich hat sich auch die Balance innerhalb der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens noch einmal verändert. Wenn wir uns mal an die finanzielle Vorausschau vor 7 Jahren erinnern, damals spielte sozusagen die Sichtweise von David Cameron eine ganz große Rolle. Großbritannien gibt es heute nicht. Damit treten andere Mitgliedstaaten vielleicht mehr in den Vordergrund. Mit dieser Dynamik müssen wir lernen, umzugehen. Aber immer ist es ein Einstimmigkeitsbeschluss und bei dem Deutschland und Frankreich eine wichtige Rolle, aber eben nur eine wichtige Rolle spielen. Sur l'endettement commun, ce qu'il faut mesurer, c'est que jusqu'alors le budget de l'Europe était un budget très réduit, environ 1% de ce produit brut, et c'est un budget où au fond il y avait très peu de ressources affectées et des contributions de chaque État vers ce budget commun, chacun regardant son taux de retour. Et donc un budget relativement faible qui mutualisait peu. C'est la première fois en effet que nous décidons véritablement de créer un programme pour la relance où nous engageons notre garantie, notre signature ensemble pour aller vers les marchés. Et c'est le premier caractère historique, c'est ce caractère de confiance mutuelle où nous donnons notre garantie de manière solidaire pour aller solliciter la confiance des marchés, donc de gens qui vont nous prêter de l'argent pour mener des projets communs. Premier point. Alors on l'avait fait au moment de la crise grecque de manière très ciblée pour faire des prêts. Le deuxième point qui constitue le caractère historique de notre projet de relance, c'est qu'on utilise cet argent pour le prêter à d'autres, mais également pour faire des vrais transferts, ces fameux grants dont on a parlé tous ces jours derniers, pour faire des transferts financiers. Et ça change profondément la nature, parce que nous créons une fonction budgétaire qui commence à se structurer au sein de notre Europe avec cela, et en particulier dans la zone euro, puisque nous décidons qu'avec cet argent qu'on va chercher sur les marchés, on va l'affecter en priorité vers les zones, les secteurs d'activité, les pays qui en ont le plus besoin. C'est la philosophie de l'accord du 18 mai, qui a été repris par la Commission. C'est le cœur d'une fonction budgétaire, celle qui consiste à faire des transferts légitimes, mesurés, évalués en fonction d'ailleurs de critères objectifs qui sont ceux repris par la Commission, qui sont des critères économiques qui mesurent cette crise. Le remboursement, quant à lui, se fait. D'abord, on va l'enclencher sur les intérêts qu'on n'aurait pas utilisés, mais il va se faire sur une clé de répartition qui est l'importance de votre économie dans le budget, ce qui fait que ce ne sont pas ceux qui ont touché l'argent qui rembourseront à due proportion, ce qui crée un transfert qui est juste, et par les ressources propres que nous comptons créer dans les prochaines années, ce qui va permettre d'abonder encore cela. Et donc au fond, ce que nous sommes en train de structurer, c'est une solidarité commune, et ça c'est inédit, et c'est une vraie fonction budgétaire dont l'Europe avait besoin pour devenir la puissance géopolitique que nous évoquions dans la question précédente, et pour aussi consolider l'euro comme une vraie monnaie internationale. Parce que l'euro n'aura le statut de monnaie internationale que s'il y a derrière aussi cette fonction budgétaire. Et donc c'est pour toutes ces raisons que le moment est vraiment un moment de transformation de notre Union européenne et de notre zone euro. Très bien, nous prenons une question d'Anna Hubert de Contexte. Oui, bonjour. J'aurais souhaité savoir si la question des ressources propres avait fait débat. Je sais que tous les pays n'étaient pas forcément favorables à des ressources propres basées sur le carbone, à la fois l'ETS mais aussi le futur mécanisme. Est-ce que vous pensez que les deux, l'extension du marché du carbone et mise en place d'un mécanisme d'ajustement aux frontières sont possible, atteignable en 2023? Est-ce qu'il a fallu convaincre certains? Merci beaucoup.
Ja, also wir haben uns hier jetzt erst einmal geeinigt auf die Plastikabgabe. Das war ja schon im Februar diskutiert. Ansonsten steht bei den Eigenmitteln uns schon noch ein weiterer Weg bevor. Das ist auch zum Teil nicht so ganz einfach, weil bestimmte Steuereinnahmen, zum Beispiel in Deutschland ETS-Einnahmen, schon verbucht sind sozusagen in den nationalen Haushalten. Aber wir haben ja den Anspruch, zum Beispiel eine Digitalsteuer zu entwickeln, hoffentlich auf internationaler Basis. Und hier wird man dann auch verstärkt über Eigenmittel sprechen. Und insofern ist das etwas, was aber noch ausgearbeitet werden muss in den nächsten Jahren. Es wird auf der Tagesordnung bleiben. Ein Einstieg ist geschafft. Und trotzdem bleibt da noch einige Arbeit zu tun. Oui, je partage totalement ce qui a été dit par Madame la Chancelière. Le principe des ressources propres, compris dans le plan de relance pour rembourser, est ancré. Nous avons d'ores et déjà acté ensemble des ressources propres communes comme la taxe plastique. Je crois pouvoir dire que dès que nous aurons fini l'accord sur la taxe digitale, notre volonté est aussi de l'affecter. Je crois ensuite, vous l'avez très bien dit, il y a d'autres mécanismes et taxations qui sont légitimes et que nous souhaitons développer. ETS et un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières communes. Simplement, là, c'est une autre discussion qu'il convient d'avoir dans les prochains mois et prochaines années, qui n'est pas le principe même qu'on va continuer à développer et faire monter parce que c'est pour respecter notre trajectoire carbone une nécessité, et le mécanisme d'ajustement aux frontières sur lequel nous avons déjà commencé à élaborer le consensus est lui essentiel pour avoir cette trajectoire et la rendre compatible avec notre compétitivité, notre empreinte industrielle, pour éviter le dumping environnemental qui viendrait d'autres régions. Mais la question qu'il y a derrière, c'est ensuite l'affectation. Et c'est vrai que pour plusieurs États membres, ce sont des ressources d'ores et déjà importantes au niveau national. Et donc pour que ça devienne des ressources propres collectives, c'est un accord d'affectation de ces ressources. Et ça, c'est quelque chose que nous aurons à débattre et à trancher dans les prochains semestres. Die letzte Frage ist eine internationale. Sie kommt von der BBC. Gavin, bitte. Can you hear me? Gavin, Definitely. Oh, Chancellor and President, good morning. For President Macron first, according to sources in the room, you talked about how the Frugal Four in Finland were putting the European project in jeopardy with the constant cuts. And I know you talked about the success of this, but give me a sense of what you think perhaps could have been achieved if the cuts on the grants weren't as much, the cuts from elsewhere, perhaps science and the just transition. And Chancellor Merkel, and you talked about the void of David Cameron this time and other forces in the room coming to the fore. Perhaps could you elaborate on that and tell us about the power dynamics, perhaps Mark Rutte coming to the fore and not just being this Franco-German relationship in the EU? Nein, also ich werde jetzt hier nicht Geschichtsschreibung machen, darum geht es ja nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass sich durch den Austritt Großbritanniens ja die Balance unter den 27 Mitgliedstaaten neu finden muss. Wir haben hier die Länder gehabt, die auch aus einer ganz speziellen Tradition zu Hause bei sich kommen. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir diesen neuen Weg beschreiten konnten, dass wir einen Haushalt aufgestellt haben, aber gleichzeitig eben auch einen solchen Aufbaufonds zustande gebracht haben, an dem sich eben gerade auch diese genannten Länder in besonderer Weise beteiligen werden. Und das ist gelungen. Und das war ein weiter Weg für diese Länder. Auch für Deutschland war ja die ganze Sache eines solchen Wiederaufbaufonds, der auch auf einer Verschuldung der Kommission beruht, der dann durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden muss, kein einfacher Weg. Insofern kann ich auch nachvollziehen, dass diejenigen, die sich vielleicht damit noch nicht wochenlang beschäftigt haben, diesem Weg erst einmal nachgehen mussten. Aber ich halte ihn einfach jetzt für den angemessenen Weg. Und das, was zählt, egal wer welche Diskussion jetzt eingebracht hat in den vergangenen Tagen, das, was zählt, ist, dass wir fähig sind, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen, das dann auch überzeugen kann, dass die auf uns zukommenden Aufgaben überzeugend erfüllt werden können. Non, ensuite, sur votre question, je pense qu'il serait malvenu ici de revenir et de stigmatiser tel ou de voir les tensions, les choses. Qu'il y ait des différences de sensibilité entre nous, c'est légitime. Parce qu'il y a
des histoires différentes, des réalités qui sont différentes, des situations économiques et sociales profondément différentes. Ça veut dire aussi qu'il nous reste beaucoup de travail pour œuvrer à plus de convergence, qui est au cœur du projet européen. Et c'est vrai que ces dernières années, décennies, nous n'avons pas été au bout de ce chemin de la convergence fiscale et sociale en Europe. Ensuite, pour les pays qu'on a appelés frugaux, la sensibilité vient du fait qu'ils sont des contributeurs nets importants et qu'il y a une sensibilité politique chez eux sur ce point, avec souvent des gouvernements de coalition et donc des dirigeants qui sont autour de la table mais qui doivent répondre à leur Parlement qui leur met beaucoup de contraintes. Et si on ne prend pas en compte ces éléments de réalité, si on met en difficulté ces dirigeants, bien souvent le risque que nous courons, c'est de favoriser les populistes dans ces mêmes pays et les extrêmes. Et donc notre choix, ça a été de les amener à la réalité de ce que nous voulons et de trouver des mécanismes pour qu'ils puissent convaincre leur propre parti et leurs partenaires de coalition. Et ça, ce sont nos différences. La France n'a pas ce même système, mais il y a beaucoup d'autres pays qui l'ont. Et il faut aider chacun à convaincre son opinion publique comme ses partenaires. Et donc moi, je pense que le sujet des rabais a fait partie de cette dynamique, comme d'autres sujets en ont fait partie aussi. Ça montre simplement qu'il y a encore beaucoup de divergences dans notre Union européenne et qu'il faut réussir à rassembler. Mais ça légitime d'autant plus, et je veux finir là-dessus, le caractère historique de ce que nous venons de faire. Parce que aussi longtemps que nous aurons un budget qui repose sur des contributions nationales, la question du juste retour se posera. Et nous aurons un budget qui viendra toujours se heurter au juste retour et donc à un débat national qui est que me donne l'Europe. Et ce débat, il est mal éclairé par la dimension uniquement budgétaire. On a eu cette discussion avec nos partenaires. Un pays qui parfois contribue beaucoup sur le plan budgétaire, il doit aussi regarder le retour économique qu'il a de l'Europe. D'ailleurs, beaucoup de ces pays-là sont au cœur du marché unique et ont un retour énorme de l'Europe sur le plan économique, qui n'existerait pas s'il n'y avait pas ce marché. Et donc, en les convainquant de cela, on les a convaincus d'une solidarité en disant si tel ou tel pays parmi nous tombe, si le marché unique se fragmente, alors vous perdrez plus que votre contribution nationale sur le plan budgétaire. Vous perdrez l'intérêt économique, le retour économique du marché unique. Je crois qu'ils ont fait ce chemin avec nous, mais surtout, si nous continuons dans le temps à œuvrer pour avoir justement ces mécanismes de solidarité, de transfert, nous décidons ensemble d'engager notre responsabilité, notre solidarité, et on investit là où c'est pertinent, et pas simplement là où ça nous rapporte à chacun. C'est pour ça que ce chemin est en train de se faire. Voilà, donc nous faisons lentement, de manière difficultueuse, en traversant les crises, un travail d'édification d'une créature politique unique dans l'histoire contemporaine et je dirais sur la planète, qui est de notre Europe. L'Union européenne, c'est un mécanisme inédit de coopération et de multilatéralisme à l'échelle d'un continent qui n'a pas d'équivalent et il l'a encore montré durant ces derniers jours. Et je crois qu'on peut légitimement s'en réjouir. Das ist das Ende unserer Pressekonferenz. Danke, Herr Präsident. Danke, Frau Bundeskanzlerin. Dank den Journalisten und Dank auch dem Technikerteam, das das hier so tadellos möglich gemacht hat. Allen noch einen schönen Tag. Merci à toutes et tous et merci, Madame la Chancelière.